La beauté remarquable de la femme attira d'abord l'attention de Miss Neville. Elle paraissait avoir une vingtaine d'années. Elle était grande, blanche, les yeux bleu foncé, la bouche rose, les dents comme de l'émail. Dans son expression, on lisait à la fois l'orgueil, l'inquiétude et la tristesse. 1840, Prosper Mérimée signe son chef-d'œuvre Colomba. L'année précédente, il est passé à Sartène où il a rencontré les héroïnes de son futur roman. Quand il va en Corse, il est tellement fasciné par les histoires de Vendetta, Colomba, qu'il rencontre et dont il rencontre la fille. Et c'est grâce à la fille de Colomba qu'il peut avoir une idée comment était Colomba, parce que la description de Colomba, c'est une femme brune avec des yeux bleus. Et Mérimée, et on sait, il était tombé amoureux, en tout cas, de sa fille, qu'il avait trouvée très belle. Mérimée espérait ce voyage de longue date. Sa mission d'inspecteur des monuments historiques lui donne enfin l'occasion de découvrir l'île. Et quand il arrive dans le sud de la Corse, là il entend d'autres histoires. Il entend les histoires des Vendettes et ça le passionne tellement que finalement il passe totalement à côté des statues menhirs qu'il y a dans la région, qui sont très connues aujourd'hui, pour s'intéresser exclusivement à ces histoires. Des histoires qu'il prendra plaisir à romancer dans Colomba, quitte à réactiver malgré lui par ses révélations une vendetta à Sartène. Pour autant, son expertise scientifique fera date pour le patrimoine insulaire. On doit Mérimée beaucoup de découvertes, beaucoup de descriptions très fines. Ces notes d'un voyage en Corse sont vraiment un chef-d'œuvre tant pour les croquis que pour les descriptions et découvertes qu'il peut faire du patrimoine historique corse, qui est très important. Par exemple, lorsque Mérimée va arriver dans la région du Niol, il va beaucoup s'intéresser, il va retranscrire des chants qu'il entend là-bas, des chants de vengeance, mais aussi de défunts, et il va les retranscrire, et on lui doit donc, dans certains passages, des retranscriptions très fidèles de chants corses. Presque 20 ans plus tard, Daudet aussi a un coup de foudre pour la Corse. Il y expérimente la puissance des éléments en se confinant plusieurs semaines durant dans le phare des Sanguinaires. Figurez-vous une île rougeâtre et d'aspect farouche. Le phare a une pointe, à l'autre une tour génoise, où de montant logeait un aigle. C'est dans cette île enchantée qu'avant d'avoir un moulin, j'allais m'enfermer quelquefois lorsque j'avais besoin de grand air et de solitude. Daudet se retrouve en Corse en plein hiver, donc il y a de la tempête, il y a du vent, et il se trouve confiné dans ce phare, il ne sort pas de la tour, et il est avec des gardiens du phare, des Corses aussi, des personnes qui viennent de Provence, et des gardiens avec lesquels il n'a aucune affinité. Alors les premiers jours, il reste isolé dans sa chambre, il ne sort pas trop, il mange seul, et petit à petit, il finit par tisser des liens avec ces personnes. Le naufrage de la Sémillante dans le détroit de Bonifacio 7 ans avant son arrivée lui inspira également une nouvelle dans les lettres de Montmoulin, racontant le martyre des 702 hommes qui y ont péri. À son arrivée à Ajaccio, Daudet a d'abord logé dans une pension située place des Palmiers. Malgré son amour pour l'île, il manquera parfois de tact, notamment avec son logeur, le père du député Emmanuel Arène. Il va écrire un ouvrage qui va faire polémique, qui est l'Immortel, qu'il écrit en 1888, où il écrit « Toutes les mêmes, ces familles corses, crasse et vanité, ça mange dans des assiettes à l'effigie aux armes de leur famille, des châtaignes dont les porcs ne voudraient pas. » Des mots que Daudet regrettera. D'autres écrivains majeurs du 19e siècle sauront trouver dans l'île une force créatrice. C'est ce que nous vous raconterons demain.